C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal. Une avalanche a emporté un groupe de militaires cet après-midi à Val-Fréjus en Savoie. 5 d'entre eux sont décédés, 6 autres personnes sont blessées. Le bilan est encore provisoire. Ces légionnaires originaires du sud de la France s'entraînaient sur un hors-piste de la station. 11 skieurs ont été emportés au total sur un groupe de 52 militaires. Nous retrouverons Jordan Guéant en direct de Val-Fréjus dans ce journal. 15 personnes ont été interpellées ce matin lors d'une vaste opération de gendarmerie autour d'un camp de gens du voyage à Moirans en Isère où des violences avaient été commises en octobre. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est à Grenoble. Il a notamment félicité les forces de l'ordre et les enquêteurs. Et puis cette semaine, nous vous proposons une série sur l'eau dans les Alpes. L'eau est un atout économique majeur pour notre région, que ce soit en raison de la neige, mais aussi pour proposer aux touristes des activités autres que le ski. Exemple ce soir dans la station de Châtel, en Haute-Savoie. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale qui reviendra bien sûr sur cette avalanche à Val-Fréjus. Et puis, il sera aussi question du plan d'urgence de François Hollande pour l'emploi et la croissance, prime à l'embauche dans les PME, développement de l'apprentissage et de la formation, un plan de 2 milliards d'euros qui sera financé grâce à des économies, accueil mitigé des syndicats qui dénoncent un libéralisme exacerbé. Quelques jours seulement après l'avalanche des deux Alpes, une nouvelle avalanche très meurtrière a touché les Alpes ce lundi. 5 militaires qui s'entraînaient dans un secteur hors piste sont décédés à Val-Fréjus. 6 autres ont été blessés. Reportage Maxence Regnault, Maxime Kemener. Il est 16h40 lorsqu'un convoi des pompes funèbres arrive près de l'héliport des gendarmes de haute montagne. Des fourgons pour transporter les corps des 5 militaires ayant perdu la vie dans l'avalanche de Val-Fréjus. La coulée de neige meurtrière s'est déclenchée peu avant 14h de l'autre côté de ce massif, sur les secteurs hors piste du Petit Argentier. À ce moment-là, une cinquantaine de militaires est en stage d'aguerrissement à la montagne. Des militaires du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol dans le Vaucluse. 11 sont emportés et se retrouvent enfouis sous la neige. Les secours sont alors immédiatement déclenchés. Au total, 3 hélicoptères, 7 secouristes et 3 maîtres chiens sont dépêchés pour se rendre sur les lieux. Le haut de la station de Val-Fréjus est lui fermé exceptionnellement pour permettre à des pisteurs d'aider dans les recherches. Les survivants sont immédiatement emmenés dans la maison du Tabor, salle des fêtes de la station. Salle depuis laquelle les blessés légers seront par la suite évacués. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte. Direction donc Val-Fréjus en Savoie où nous retrouvons Jordan Guéant. Jordan, bonsoir, vous êtes sur place. Quelles sont les dernières informations ? Oui, alors Pauline, pour l'instant, les dernières informations, eh bien, c'est l'arrivée des véhicules funéraires qui viennent tout juste d'arriver ici sur la base hélicoptère de Modane pour récupérer ces 5 corps dont vous parliez. 5 morts, c'est le bilan toujours provisoire de cette avalanche, puisqu'à l'heure actuelle, on compte encore 4 blessés et 2 militaires en hypothermie, dont un en état d'urgence absolue, c'est-à-dire que son pronostic vital est toujours engagé. Pour l'heure, que ce soit à Modane ou à Val-Fréjus, les réactions sont encore rares. Un point presse doit se tenir aux alentours de 19h45 avec la sous-préfète et le patron des gendarmes de la Savoie. Mais d'ores et déjà, 2 ministres ont réagi. Bernard Cazeneuve, d'abord en déplacement à Grenoble. Le ministre de l'Intérieur a rendu hommage au travail très difficile, a-t-il dit, des nombreux CRS qui sont intervenus sur cette opération de secours. Et puis Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a fait savoir qu'il viendrait ici, à Modane et à Val-Fréjus, demain matin pour soutenir les militaires survivants. Reste enfin l'enquête, vous l'avez entendu dans le sujet, une enquête en flagrance a été ouverte. Une enquête qui pourrait aboutir à une procédure confiée à un parquet spécialiste en justice militaire si l'hypothèse de l'homicide involontaire était avérée et si la responsabilité des encadrants de ce groupe d'une cinquantaine de militaires venait à se confirmer. Merci beaucoup Jordan. Autre information importante de ce lundi 18 janvier, cette vague d'interpellation dans un camp de gens du voyage à Moirans en Isère. 15 personnes ont été arrêtées. Il s'agit des suites des violences commises le 20 octobre dernier à Moirans où une trentaine de véhicules avaient été incendiés. Le point avec Nathalie Rapuc et Franck Serroni. 6 heures ce matin, environ 300 gendarmes de la brigade mobile ont effectué de multiples interpellations à Moirans dans le cadre de l'information judiciaire contre X ouverte par le parquet de Grenoble. Depuis les événements violents d'octobre dernier, cette opération était très attendue par la commune.
On est un peu rassuré ici à Moirans que la justice et surtout le gouvernement ne nous aient pas abandonnés. Vous savez, on commençait à plus trop y croire. Maintenant, il y a 3 mois que les événements sont passés, puisque c'était le 20 octobre dernier. Et certains, notamment dans la population, commençaient un petit peu à se douter en se demandant s'il y allait avoir ou pas des interpellations. Le 20 octobre dernier, des émeutes ont éclaté suite au refus de la justice d'autoriser un des détenus à participer aux obsèques de son frère appartenant à la communauté des gens du voyage. Ces personnes vivent sur la commune depuis de nombreuses années. Une cinquantaine d'individus issus du camp près de la gare avaient incendié de nombreux véhicules, interrompant le trafic d'une centaine de trains sur la voie ferrée. Ces violences avaient choqué les habitants qui attendaient une réponse ferme de la justice. Ça montre que les choses évoluent dans le bon sens pour rendre la justice et puis punir éventuellement s'il y a des coupables qui ont été entendus ce matin. Hein. Ça, après, ça marche dans le bon sens. Ce que Manuel Valls avait promis, il est en train de le tenir. 15 personnes ont été interpellées, dont la mère du détenu. Selon le procureur de Grenoble, les principaux suspects ont été arrêtés et un dispositif de sécurité a été mis en place à Moirans. Bernard Cazeneuve est à Grenoble aujourd'hui, on l'a entendu, pour saluer les interpellations à Moirans. Le ministre de l'Intérieur a notamment félicité les services de la préfecture et les forces de l'ordre qui ont pris part à l'enquête. Pour cela, il s'est rendu au centre de gendarmerie de l'Isère. Le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, était aussi à ses côtés. Tous deux entendaient également apporter une réponse aux accusations de laxisme de l'État. On les écoute au micro de Marie Michelier et Didier Albrand. L'état de droit, les principes de droit, la justice qui passe lorsque des violences ont eu lieu sont des principes qui ne sont pas négociables dans la République, telle que nous voulons la faire vivre avec fermeté et respect aussi des principes du droit et respect aussi de l'indépendance de la justice qui doit mener les enquêtes en fonction de ce que sont les principes de droit et non pas sous la pression permanente de politiques se livrant à des commentaires hasardeux. Aujourd'hui, 15 personnes ont été... il en reste 14 en garde à vue, puisqu'il y en a une qui est déférée en ce moment même devant un des juges d'instruction. Les autres sont en garde à vue. Elles seront entendues sur leur participation. L'instruction devra s'efforcer de démontrer quelle est la participation de chacun aux événements qui ont eu lieu, aux événements graves qui ont eu lieu. Et la justice continuera à s'exercer sereinement, grâce au travail de tous et au travail notamment des gendarmes qui, je le dis, ont mis les moyens et ont permis d'aboutir, d'avoir en tout cas un certain nombre de faisceaux de présomption qui nous permettent de progresser dans cette affaire. Il faut parfois être un peu patient et savoir prendre son temps. Voilà, il y a noté que lors de sa visite aujourd'hui à Grenoble, Bernard Cazeneuve en a aussi profité pour remettre la Légion d'honneur aux pompiers qui avaient neutralisé Yacine Sali à Saint-Quentin-Fallavier en juin dernier. Bernard Cazeneuve qui s'exprime actuellement à la préfecture de l'Isère de Grenoble. Il est question de sécurité, notamment dans l'agglomération grenobloise. C'est un sujet qui fait polémique depuis plus de 20 ans, la liaison autoroutière entre Machy et Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. En tout cas, c'est aujourd'hui que démarre la concertation publique. Les pour et les contre ont 2 mois pour s'exprimer. Reportage Serge Vorette, Ariane Combe-Savary. Nous sommes dans le nord de la Haute-Savoie. Chaque jour, ce sont plus ou moins 40 000 véhicules répartis sur 2 départementales qui transitent en parallèle du lac Léman. Des années qu'on parle ici d'un nouveau tracé censé régler une bonne fois pour toutes les problèmes de bouchons dans une région à la démographie galopante. Mais l'État s'est définitivement désengagé de son financement en 2010. Alors, le département a imaginé de concéder à un acteur privé 16 km d'une autoroute dont il faut à nouveau redéfinir à la fois les contours mais surtout l'utilité. Pour les acteurs économiques, c'est tout simplement évident. Quand on prend un groupe comme Danone qui investit des millions et des millions d'euros pour réaméliorer tous ces palaces et autres hôtels, aujourd'hui, Franck Ribou annonce des pertes de l'ordre de 20 à 30% à cause de cet enclavement du Chablais. Pas si vite et pas si évident pour les milieux environnementaux. Selon eux, le report du trafic sur cette autoroute ne serait que de 20% pour un coût très élevé.
Il faut savoir que cette autoroute coûterait 200 millions d'euros à la société qui la financerait, mais sur ces 200 millions d'euros, on a le conseil départemental qui s'est d'ores et déjà engagé à verser une subvention d'équilibre de 100 millions d'euros, ce qui fait quand même la moitié. Donc ça coûte très très cher aux contribuables. Puis il faut voir quand même que tout le monde ne prend pas toujours cette route-là. Pour moi, c'est pas justifiable. Les écologistes préféreraient de loin favoriser la voie ferrée déjà existante. Voir se développer le train est sans doute plus dans l'esprit COP21. En attendant, c'est chaque citoyen qui est appelé à s'informer en allant sur un site dédié et à s'exprimer dans 5 réunions dans les 2 mois qui viennent. Il persiste et signe. Les élus et les habitants de la communauté de communes du Cœur des Bauges en Savoie veulent rester indépendants. Le préfet souhaite les rattacher à Chambéry Métropole, une métropole plus importante. C'est une conséquence de la réforme territoriale. L'État souhaite mutualiser les moyens. Marion Feutry, Christian Mathieu. D'un côté, la métropole de Chambéry, territoire urbain de 125 000 habitants. De l'autre, le Cœur des Bauges, 14 villages, la ruralité en moyenne montagne. 2 intercommunalités qui pourraient n'en faire plus qu'une, mais la fusion n'est pas du goût de tous. L'agriculture, le bois, un petit peu de tourisme, c'est cet équilibre nature-culture qui fait que les gens aiment venir. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de continuer à le mettre en place, à le développer ? Beaujus est fier de l'être. Pierre Bécu a lancé une pétition. Il réclame que les habitants soient consultés. Je ne crois pas que ce soit un repli identitaire, c'est tout sauf ça. C'est vraiment l'envie de construire et que notre avenir ne doit pas s'écrire sans nous, en fait. Un projet dont les élus ne veulent pas non plus. D'un côté comme de l'autre, les 2 assemblées ont voté contre ce qu'elles considèrent comme un mariage forcé. C'est n'importe quoi. C'est encore une décision de Cénacle parisien qui n'est inapplicable sur le territoire. Les Bauges en tant que tels constituent une unité avec laquelle nous avons des liens, des discussions fréquentes, mais ce schéma impose une liaison administrative, une fusion entre les Bauges et Chambéry Métropole qui ne correspond pas à la cohérence territoriale. Avec moins de 5000 habitants, le Cœur des Bauges devra pourtant se soumettre à la loi NOTRe, la réforme territoriale, au 1er janvier 2017, malgré les résistances. Le risque, c'est qu'elle soit entourée de structures, pour le coup, plus vastes, avec plus de moyens, qui la vident un petit peu de sa substance aussi, et qu'elle ne puisse pas faire aux obligations qui s'imposent, aux services publics que la population demande. Avec 4 965 résidents, il ne manque au Cœur des Bauges qu'une poignée d'habitants pour passer le seuil des 5000 et permettre aux Baujus de rester maîtres de leur destin. Économie à présent, une start-up grenobloise a été récompensée au dernier salon de l'innovation numérique de Las Vegas. Il s'agit d'une société spécialisée dans le time-lapse, la prise de vue accélérée. Les applications professionnelles ou non sont multiples et nombreuses. Reportage Xavier Schmitt, Nathalie Rapuc. Un panorama de Grenoble enregistré sur une journée. La fréquence des images, une toutes les 5 secondes, révèle ce qui échappe à notre œil. C'est un time-lapse, un système de prise de vue accéléré. L'utilisation est simple, mais la technologie élaborée. Un appareil photo, 2 objectifs et 2 innovations. Un logiciel paramétré à distance avec un smartphone ou un ordinateur, et puis l'autonomie via un capteur solaire. On a un panneau photovoltaïque et en fait on a un algorithme à l'intérieur intelligent qui permet de rendre le boîtier complètement autonome en énergie. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser à cet endroit-là pendant plusieurs mois, plusieurs années, sans problème. Lui, il va gérer son autonomie, gérer son énergie et vous restituez ensuite le timelapse que vous êtes en train de créer. Le projet a mûri ici, dans une pépinière de start-up, des jeunes entreprises technologiques. Pour l'étanchéité, on n'a pas de problème parce que les vis ne sont pas traversantes. Un concentré de matière grise dans quelques mètres carrés. Le tandem est associé à 3 autres ingénieurs. Après le prototype, les voilà dans la phase industrielle. On va sélectionner les bons partenaires pour pouvoir fabriquer le produit et qui répondent aux besoins du client. Donc ça va passer par exemple par la sélection de gens qui vont faire le boîtier en plastique, la plasturgie, par des partenaires qui vont nous réaliser la carte électronique. Les applications sont multiples, scientifiques ou techniques, comme les prouesses du skieur acrobatique Thomas Krief. Le projet a été récompensé au Salon numérique de Las Vegas et salué par le ministre de l'Économie. Succès aussi du financement participatif. Près de 500 boîtiers ont été prévendus.
Ça aide vraiment les startups à accélérer leur développement, passer à l'industrialisation très rapidement, parce qu'ils vont avoir des financements qui vont venir en parallèle, parce que le marché, il y a une preuve que le marché existe. Le système sera commercialisé autour de 600 €. Il vise autant les particuliers que les professionnels. Innovation toujours imaginée, une imprimante 3D capable de fabriquer de la peau humaine. Ce n'est plus de la science-fiction. Grâce à un laboratoire lyonnais, cette technique innovante permet de reproduire les couches profondes de la peau. Un espoir notamment pour les grands brûlés. Les explications de Frédéric Liop et Cécile Banazic. De prime abord, cela ressemble à une imprimante 3D classique. Pourtant, au bout de cette cartouche, c'est en fait un cocktail biologique nutritif composé de cellules vivantes qui, passe après passe, va reproduire un derme, la couche sous l'épiderme constitutive de la peau humaine. Un procédé unique en France qui utilise les mêmes techniques d'impression 3D et les mêmes outils, ou presque. Oui, c'est ça. Donc une cartouche qui est un peu spéciale, spécifique, vous la voyez, qu'on remplit d'une encre qu'on fabrique nous-mêmes, qui est une encre à base de collagène et d'autres matériaux un peu secrets, et dans lequel on met des cellules de peau. Et donc dans cette encre-là, il y a des composants qui font que les cellules vont se développer et vont fabriquer une peau par elles-mêmes une fois que ça a été imprimé. Au final, on obtient ce bloc gélatineux. Mais après quelques jours de maturation, les cellules vont s'organiser entre elles et générer un tissu dermique bien vivant. Grâce à l'impression 3D, on arrive à reconstruire un derme qui est fonctionnel, qui sécrète du collagène, qui sécrète du tissu élastique et sur lequel on peut ensuite ensemencer un épiderme grâce à des cellules souches épidermiques pour reconstruire un épiderme avec une couche cornée pour obtenir une peau totale derme et épiderme. Après 3 semaines de maturation, derme et épiderme se sont complètement reconstitués. Ils se pigmentent, vieillissent et réagissent comme une peau naturelle. Aujourd'hui, cette technologie sert uniquement à tester l'efficacité des cosmétiques sur les couches profondes de la peau. Mais cela pourrait bénéficier aux grands brûlés dans un futur pas si lointain. Nous restons près de Lyon. Elisabeth Philly et Laurent de Bretagne nous emmènent à Vénissieux. Ils nous présentent la start-up Capsa qui transforme des containers en capsules d'hébergement. On regarde. Des containers alignés, superposés, stockés, mais aussi démontés. Cette jeune entreprise ne se contente pas de louer ou de vendre des containers, elle les aménage. Son tout dernier modèle est une solution d'hébergement d'urgence appelée Capsule, toute petite, à prix réduit. On est à partir de 11 000 € pour une capsule de 12 mètres carrés. Si vous rajoutez une kitchenette, une salle de bain, des lits, vous arrivez à presque 17 000 € pour avoir un produit fini. Plug and play, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à le brancher au raccordement pour pouvoir l'utiliser. 50 modèles aménagés viennent tout juste d'être commandés pour être livrés dans le nord de la France. Ceux-là serviront de base de vie pour une plateforme ferroviaire. La société Capsa emploie 20 salariés, chefs d'équipe, ouvriers, chaudronniers, s'activent pour couper, modifier, retravailler ces boîtes industrielles. On peut faire tout ce qu'on veut avec le conteneur. C'est ça le but de la transformation et c'est surtout ça le but de mon métier, c'est ce que j'aime, quoi. Du coup, on peut vraiment ouvrir toute une paroi, mettre tout un pan en plexi, fenêtre, ou vraiment faire ce qu'on veut, une baie vitrée. C'est ça qui est intéressant sur le conteneur, quoi. Mais la force de cette start-up, c'est son bureau d'études et ses architectes. Cette capacité à apporter de l'innovation technologique dans ces containers. Cette phase de recherche, elle prend du temps, elle est chronophage, elle coûte de l'argent. Donc des fonds propres. On reste une jeune boîte, du coup c'est de l'investissement pour nous. Et si on ne le prévoit pas avant, du coup il y a beaucoup de boîtes qui se sont arrêtées parce que techniquement elles étaient trop limitées. Voilà, après il y en a quelques-unes qui étaient un peu en avance sur leur marché, ça peut exister. Nous on estime qu'on est dans le bon tempo. Actuellement, 80% des 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sont réalisés grâce à l'activité événementielle, parfois tout à fait durable, comme ce lieu de création du Centre national des arts de la rue. Selon notre confrère économique Les Échos, les ventes d'eau en bouteille n'ont cessé d'augmenter en 2015. Un événement important pour l'économie des Alpes. En effet, l'eau est l'un des atouts économiques majeurs de notre région. L'eau des Alpes, c'est d'ailleurs le thème de notre série de cette semaine. Et pour le premier épisode, nous partons à Châtel où l'eau est partout, et notamment pour les touristes. Reportage Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Un panneau en forme de goutte au milieu d'une forêt. C'est ici que débute à Châtel, en Haute-Savoie, le sentier de l'eau. L'eau sous toutes ses formes. Un parcours ludique sur cet élément indispensable à la vie. De la pluie ou de la neige, puis des sources et des cascades.
Ici, comme bien souvent dans les Alpes, l'eau est intimement liée à l'histoire de la commune depuis les temps les plus reculés. Ici, dans les années 1800, tous les regards étaient tournés vers l'eau noire, une source sulfureuse. C'est le début de l'histoire touristique de Châtel, avec la construction en 1861 du bâtiment qui est derrière nous, qui était un hôtel, l'hôtel des Bains. On pensait à cette époque que le tourisme allait se développer au travers de l'eau. L'eau, atout touristique effectivement, mais sans les bains. Le ski devient le moteur économique de la région. Mais depuis quelques années, les aléas climatiques imposent une bonne gestion de l'eau grâce notamment à des retenues collinaires et à des lacs de montagne. L'eau, un bien de plus en plus précieux qu'il faut préserver à tout prix. Ça nous permet de garantir à nos collaborateurs, près de 300 collaborateurs à Châtel, d'avoir un emploi qui démarre sur une saison assez allongée, puisqu'en général c'est du 15 décembre jusqu'au 15 avril à peu près, voire des fois un peu plus lointain, mais c'est quelque chose d'important. C'est une sécurité pour nous qui nous permet de garantir à tous ces gens des emplois. Des emplois qui depuis quelques années se multiplient encore une fois grâce à l'eau. Aujourd'hui, une station digne de ce nom doit proposer aux touristes des activités nautiques. Oui, c'est bien, c'est très bien. Je crois que ça se fait au Japon. Vous allez skier et après vous plongez dans une piscine bien chaude dans la soirée. Ça permet une activité pour les touristes et puis pour nous, les habitants à l'année, on peut venir régulièrement faire du sport, se détendre dans une bonne ambiance et dans un cadre qui est vraiment sympathique. Depuis juillet 2014, Châtel possède son centre aquatique haut de gamme, un bassin extérieur et 2 bassins intérieurs pour la détente ou le sport. S'ajoutent les espaces bien-être avec des hammams, des massages, du fitness et surtout, une priorité absolue, toujours offrir une eau de grande qualité. Le bassin est traité à l'ozone, donc c'est beaucoup moins nocif, à la fois donc pour les personnes âgées et pour les enfants surtout au travers des activités de bébés nageurs. Désormais, quelles que soient les conditions météorologiques, le touriste dispose à toute heure, grâce à l'eau chaude ou sous forme de neige, d'un panel d'activités souvent inclus dans son forfait. Chaque année, la montagne française accueille près de 24 millions de touristes qui ne font pas que skier ou nager. Ils consomment aussi beaucoup d'eau sous forme de boissons ou de douches et représentent l'équivalent de 175 millions de nuitées. Un potentiel économique considérable qui, demain, sans eau, disparaîtrait instantanément. Du sport à présent, la station d'Avoria a accueilli une étape du Ice Cross Downhill. Il s'agit d'un championnat de patinage extrême sur un parcours de glace d'environ 500 mètres, intégrant des sauts, des virages serrés et des pentes abruptes. Bref, des images évidemment impressionnantes, comme le montre ce reportage de David Sandona. Le décor est féerique, ambiance hivernale et spectacle assuré par les gladiateurs de la glace. Le Ice Cross Downhill, c'est un show à l'américaine. Cet hiver, ils sont 64 riders à participer à toutes les étapes de la Coupe du Monde. Les Canadiens, Suisses et Hollandais sont en force, mais les petits Français commencent à faire parler d'eux. Tristan Dujardil est aujourd'hui dans le top 5 mondial. Après une carrière de hockeyeur, le Haut-Savoyard est aujourd'hui un des tout meilleurs de la discipline. Pour la première fois, une épreuve est organisée en France, chez lui à Avoria, l'occasion de faire découvrir ce sport made in USA. Ça va beaucoup aider pour reconnaître le sport en France et avoir de plus en plus aussi de licenciés, de jeunes qui commencent à patiner sur des pistes comme ça. Au départ des runs, la tension est maximale. Ils sont 4 au sommet et descendent à plus de 60 km/h, avec des virages relevés, des sauts, des bosses et des chutes. Il y a une prise de risque, oui et non. On est tous au courant des dangers, on est tous au courant de ce qu'il y a dans ce virage. Donc tout le monde est conscient qu'il va falloir faire très attention. Le Ice Cross Downhill est de plus en plus populaire. Dans le Minnesota, il y a quelques semaines, ils étaient plus de 115 000 spectateurs au bord de la piste. En France, le sport plaît aussi. C'est la première fois que je vois ce type de sport et ouais, ça donne envie de crier partout. Moi, j'ai jamais vu du sport comme ça, mais c'est brutal comme le hockey et je trouve ça même mieux que le hockey.
Tristan Dujerdil se qualifie pour la finale, mais c'est le Canadien Dan Moriarty qui s'impose devant Cameron Naz, l'Américain, leader de la Coupe du Monde. La finale a été très dure, là je pense que demain je vais bien dormir. Et non, je suis super content du résultat et j'espère que tout le monde a été content de l'événement aussi. Le Ice Cross Downhill d'Avoria a frappé un grand coup et il ne serait pas étonnant que la discipline se développe en France dans les hivers à venir. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Une avalanche s'est déclenchée cet après-midi à Val-Fréjus en Savoie alors qu'un groupe de 52 militaires pratiquait un exercice en secteur hors-piste à environ 2000 mètres d'altitude. 11 militaires ont été emportés par la coulée de neige, 5 sont morts, 6 personnes sont blessées. Le bilan est encore provisoire. Il s'agit de légionnaires du 2e régiment étranger du génie de Saint-Christol dans le Vaucluse. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sera demain à Val-Fréjus en Savoie. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite la météo, puis l'édition nationale. Je vous retrouverai demain à 19h. Jean-Christophe Solari sera là à midi demain pour une édition spéciale sur cette avalanche à Val-Fréjus en Savoie. Passez une très belle soirée et à demain. Bonsoir, l'Allier reste en vigilance orange, neige et verglas ce soir. Cette mesure devrait être levée cette nuit aux alentours de minuit. Demain matin, les quelques flocons encore présents sur le Bugey et les Alpes intérieures s'estomperont avant la mi-journée. Ailleurs, le ciel restera généralement très chargé avec seulement quelques pluies éparses sur la frange.